Allume la science. C'est une des nombreuses manières d'essayer de comprendre l'homme. Eh bien, imagine que toute forme de vie sur Terre meurt instantanément et que chaque molécule de ton corps explose à la vitesse de la lumière. Une sorte de relativisme absolu. Inversion complète de la charge des protons. La Terre va entendre ces mots. Allume la science. Bonjour et bienvenue à tous et toutes dans Allume la science, l'émission qui vous branche chaque semaine sur l'actualité des laboratoires de l'Université de Montpellier et de ses partenaires. Le cinéma lui a donné son image sulfureuse. C'est Uma Thurman et ses rails plus longs que le transsibérien dans Pulp Fiction, Al Pacino alias Tony Montana dans Un Everest de poudreuse ou Johnny Depp en Roi du Conzo dans Las Vegas, Parano. Si vous êtes cinéphile, vous avez compris de quoi je parle de cocaïne. Mais derrière le pseudo-glamour ou le fun du grand écran se cache une réalité tout autre, celle de l'addiction, celle de la précarité, celle des troubles psychiques, celle de la violence, enfin, envers soi et parfois envers les autres. Or, la consommation de cette drogue encore réservée il y a peu à certains milieux élitistes ou inversement très marginalisés, selon la forme dont on parle, tend à se banaliser. Selon l'Observatoire français des drogues et des tendances addictives, l'OFDT, 1,1 million de Français ont déjà testé la cocaïne, soit quasiment 2 fois plus qu'en 2017. Face à ce phénomène et pour mieux cibler la prévention, l'INSERM vient de réaliser une expertise collective dressant un état des lieux des usages de la cocaïne en France. Un rapport commandé par la mission interministérielle de lutte contre les drogues et les conduites addictives, la MILDECA, et le ministère de la Santé. Des experts en épidémiologie, en sociologie, en économie, mais aussi en addictologie, prévention et réduction des risques, se sont donc associés pour réaliser cette review et examiner plus de 2600 références. Alors, parmi ces spécialistes, il y a notre invitée avec nous dans le studio pour en parler dans une interview long format, Hélène Donadieu. Bonjour. Bonjour et merci. Bienvenue dans Allume la science. Vous êtes donc médecin addictologue au CHU de Montpellier et professeur à la faculté de médecine. J'ai pas dit de bêtises dans mon lancement, tout va bien? Non, c'est parfait. Merci beaucoup. À mes côtés pour mener cette interview, Aline Perriot. Bonjour Aline. Bonjour tout le monde. Alors, notre invitée des 3 dernières minutes sera Marianne Dupré-Gabiro. Elle nous présente le prochain bar des sciences. Ce sera le 19 février et on y parle espèces invasives. Allume la science, vous avez le programme, c'est parti. Chargement de l'engin terminé. Nous sommes à 0 moins 60 secondes. 59, 58, 57, 56, 55... Alors j'ai parlé dans mon lancement de l'image un peu fantasmée et stéréotypée de la cocaïne, Uma Thurman dans Pulp Fiction. Alors on sait en gros que ça se sniffe en partie, mais alors qu'est-ce que c'est la cocaïne exactement? C'est produit à partir de quoi et qu'est-ce que ça provoque physiologiquement parlant? En fait, c'est produit à base d'un arbuste, d'une plante, des feuilles en fait de coca qui vont être plus ou moins cuisinées de différentes façons. Ce qui est le plus connu, c'est la cocaïne poudre, qui va être soit sniffée, soit injectée. Et il existe actuellement une diffusion, et on en reparlera, j'imagine, de ce qu'on appelle la cocaïne basée ou crack. L'ensemble, en fait, quelle que soit la façon de prendre la cocaïne, l'objectif attendu de cette prise, c'est ce qu'on appelle de la psychostimulation. C'est un puissant psychostimulant parmi la gamme des substances psychoactives psychostimulantes. Alors, on l'a lu dans votre rapport, on estime à 22 millions le nombre de consommateurs de cocaïne dans le monde et la France est le 6e plus grand consommateur en Europe. Est-ce qu'on peut décrire rapidement un petit tableau de qui consomme de la cocaïne en France? Alors, en fait, ça va être très compliqué de vous décrire un petit tableau parce que probablement que toute l'épidémiologie et toutes les études qu'on a sont basées sur des centres d'accompagnement, sont basées sur ce qu'on peut voir malheureusement dans les médias ou chez des personnes en situation de précarité. Et ça n'est que l'iceberg des consommations. Pour qu'il y ait autant de consommateurs en France, c'est que monsieur et madame tout le monde sont susceptibles de pouvoir consommer. Donc on sait qu'il y a toutes les personnes qu'on accompagne en addicto, on voit des personnes en situation de grande précarité potentiellement consommatrices, mais il y a aussi des gens qui travaillent, il y a des gens qui travaillent pas mais qui sont à domicile, et donc en fait il y a toute une frange de la population complètement invisible et qui consomme.
Vous évoquez donc notamment l'explosion de la cocaïne basée, on en a parlé, donc ce qu'on appelle le crack, avec une augmentation de 60% en 6 ans. C'est une consommation qu'on associe souvent à des milieux extrêmement précaires, notamment depuis la vente à la dose. Donc en gros, à 5-10 euros, on arrive à avoir sa dose. Pourtant, votre expertise, elle révèle aussi que le crack, il se diffuse au-delà de ces milieux précarisés. Depuis quand cette diffusion et dans quel milieu ? Alors en fait, on a vraiment une diffusion de la cocaïne globale, enfin de la consommation de cocaïne. On a vraiment une diffusion à de nombreux milieux, de niveaux socio-économiques, à des âges également différents. Et au sein de cette diffusion, on sait qu'il y a une diffusion aussi de la cocaïne basée. Donc elle reste beaucoup moins importante que la consommation de cocaïne poudre, mais la cocaïne basée, on sait qu'elle diffuse, et pas que dans les milieux dont vous parlez, en situation de grande précarité. Et on le voit dans nos consultations, c'est-à-dire qu'on a des personnes qui étaient consommatrices occasionnelles de cocaïne en sniff, sur le mode récréatif, et qui à un moment donné vont être initiées à la base parce que ça diffuse et que potentiellement ça se banalise un petit peu, et donc elles vont être happées par cette consommation qui est beaucoup plus addictogène parce que beaucoup plus puissante, et un effet bref qui fait qu'on n'a qu'une seule envie, c'est y retourner. Alors justement, si la consommation, on l'a dit, elle augmente, l'expérimentation en revanche chez les jeunes, elle a diminué, passant de 2,8% en 2017 à 1,4% en 2022. Et vous montrez qu'il y a un lien entre cette expérimentation et le statut scolaire. Vous pouvez nous en dire quelques mots ? En fait, il y a et c'est valable pour l'ensemble des consommations. Alors c'est vrai que c'est quelque chose qui ressort dans cette expertise vis-à-vis de la cocaïne, mais le fait d'être scolarisé dans le système classique, le fait d'être apprenti ou le fait d'être sorti du système scolaire va occasionner vraiment des très très grosses différences en termes de niveau de consommation. On l'a pour la cocaïne bien entendu, mais on l'a également pour le tabac, où c'est vraiment très 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 flagrant, mais également pour le cannabis et pour l'alcool. Donc en fait, tout ce qui va créer un facteur de vulnérabilité sociale, d'intégration chez un individu, va occasionner plus de risques de devenir consommateur ou consommatrice. Et alors, est-ce qu'il y a une différence aussi au-delà du niveau scolaire entre les filles et les garçons pour l'expérimentation, puis les hommes et les femmes pour la consommation plus tard ? Oui, c'est ce qui sort systématiquement dans toutes les études où on a pour l'ensemble des consommations de substances psychoactives, sauf les médicaments mésusés, où là ce sont les femmes qui sont un peu devant. Mais sinon, on a vraiment ce qu'on appelle un sex ratio, toujours très en faveur des hommes qui consommeraient sur le plan problématique plus que les femmes. Alors, je pense qu'il faut quand même modérer ce propos, dans le fait que on manque d'études, et on le dit bien dans cette expertise, on manque clairement d'études qui vont avoir une approche genrée des consommations, quelles qu'elles soient, et on a l'impression que les femmes continuent d'être invisibilisées dans cette consommation et dans l'ensemble des consommations, et donc moins dans les études, moins étudiées et moins dans le soin. Et je dois dire que ça participe à la stigmatisation supplémentaire qu'occasionne le fait d'être une femme. C'est-à-dire que être un consommateur de cocaïne est stigmatisant du fait du statut de cette substance qui est interdite en France, mais être une femme qui consomme est un facteur supplémentaire de stigmatisation et donc de diminution d'accès aux soins. Donc il y a vraiment une nécessité absolue de poursuivre des études sur quelles sont les femmes qui consomment de la cocaïne. Alors, vous l'avez un tout petit peu évoqué, mais si on parle des facteurs de risque qui peuvent conduire un individu à devenir consommateur, donc au-delà de l'activité, de l'addiction mécanique, si on peut parler, mais justement vous allez revenir dessus, est-ce qu'on connaît les facteurs de risque ? En fait, il faut différencier les usages de l'addiction. Il y a énormément de personnes, et c'est la majorité, qui consomment de la cocaïne sur un mode récréatif. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas de trouble de l'usage, qui n'ont pas d'addiction vis-à-vis de cette substance. Comme
pour l'ensemble des substances psychoactives. Donc pour ces personnes-là, définir des facteurs de risque, et d'une, ça n'a pas trop de sens, et de deux, on les a pas plus étudiés que ça, parce que par définition, c'est pas des personnes qu'on a dans le soin particulièrement. En gros, là, on parle de gens qui vont prendre de la cocaïne une fois de temps en temps en soirée. Quoi. Qui vont prendre de la cocaïne, comme toute autre substance psychoactive, interdite ou pas interdite, et qui n'ont pas la maladie addictive. En revanche, en ce qui concerne la maladie addictive, effectivement, il y a des facteurs de vulnérabilité importants. Et selon le modèle biopsychosocial, c'est la rencontre d'un individu avec ces facteurs de vulnérabilité dans un environnement donné qui porte des facteurs de vulnérabilité, cet environnement, avec une substance qui va être plus ou moins accrocheuse. Et donc, si on s'intéresse à l'individu et à ses propres facteurs de vulnérabilité, il y a une part de génétique et d'épigénétique, sans dire que la maladie addictive est liée à un gène, ça n'est pas vrai, mais elle est liée à des facteurs de vulnérabilité génétique, mais il y a aussi le fait des traits de personnalité, les problématiques en santé mentale, qui sont un énorme facteur de vulnérabilité pour développer une addiction. Et puis les traumatismes, qu'ils soient des micro-traumatismes répétés comme dans certaines communautés ou qu'ils soient un traumatisme important à un moment donné, ça fait chez un individu un niveau de vulnérabilité cumulatif qui va aboutir ou pas à la rencontre avec la substance, la répétition de ce comportement avec la substance et malheureusement l'apparition de la maladie addictive. Alors, ces facteurs de vulnérabilité, j'imagine qu'on les retrouve dans autant avec l'alcool qu'avec le cannabis, qu'avec la cocaïne. Est-ce qu'on trouve des traits spécifiques qui font qu'on va accrocher à la cocaïne ou pas, en fait ? Alors, on a l'impression que ça va être les mêmes facteurs de vulnérabilité pour l'ensemble des substances psychoactives. Et ce qui va différencier le fait d'avoir une addiction par rapport à une substance ou l'autre, c'est ce qu'on attend de cette substance. Et ça, c'est vraiment notre travail, nous, en addictologie, de comprendre quelle est la place du comportement dans la vie d'un individu. Et il est vrai que dans la cocaïne, pour des personnes dont vous ne douteriez pas qu'elles ont une addiction à la cocaïne, on va souvent retrouver la notion de dopage, vraiment de performatif. Ça, c'est vraiment quelque chose qui revient souvent dans la cocaïne. Donc, il y a certains profils de personnalité qui vont être dans un modèle performatif, et notamment au travail ou dans leur exercice quotidien, qui vont avoir une appétence particulière pour cette substance et par la répétition de la consommation de cette substance, et donc le risque de développer une addiction. Alors, si on va maintenant sur le plan économique, donc on entend souvent parler de trafic de stupéfiants. Concrètement, la cocaïne, d'où est-ce qu'elle vient ? Où est-ce qu'elle est produite ? La cocaïne, elle vient d'Amérique et d'États, de la Colombie et d'États limitrophes à la Colombie, puisque sur le plan géographique et climatique, c'est l'endroit idéal pour la faire pousser. Donc, elle vient de là-bas, elle arrive par nos ports, clairement. En Europe, globalement, pas que en France. Et après, elle va être distribuée par des personnes qui fonctionnent sur ce marché dans nos pays. Et là où on a trouvé des grosses modifications ces dernières années qui participent à la diffusion, c'est les modalités de vente de la cocaïne qui vont être non plus au gramme, mais qui vont être aux 10 balles, comme vous disiez tout à l'heure, aux 10 balles, 20 balles. C'est-à-dire que quelqu'un qui n'a pas accès à plus de 10 euros ou de 20 euros va être en capacité de nos jours à acheter de la cocaïne. Donc ça va toucher davantage de monde, c'est un nouveau mode de distribution, il y a un nouveau public pour ça ? Oui, alors il y a le public en situation de précarité, mais je suis désolée de vous décevoir, mais il y a les jeunes aussi qui ont plus aisément 10 balles que 60. Parce que voilà, quand on a 18-19 ans, qu'on est étudiant, on a plus aisément 10 euros ou 20 euros pour une soirée que 60 euros pour acheter un gramme ou 120 pour en acheter deux, quoi. Donc c'est aussi simple que ça, et cette diffusion-là, même si les chiffres pour l'instant ne montrent pas d'augmentation chez les jeunes, il y a quand même une augmentation globale, et le marché va se diriger vers les jeunes, je n'en ai aucun doute.
Autre chose qui a énormément changé, c'est la livraison. En fait, on va pouvoir à domicile se faire livrer un pochon, 2 pochons, 3 pochons, enfin voilà, tout ce qu'on veut en termes de substance, interdite ou pas interdite, et sur la quantité que l'on souhaite. Ce qui permet à des personnes qui ne souhaitent pas être vues ou visibles dans des lieux de vente qui sont quand même connus dans les villes, d'être livrés à domicile et de passer comme ça sur des consommations régulières en ayant l'impression qu'elles ne prennent pas de risques parce qu'elles ne sont pas sur les lieux de vente. Alors sur les enjeux de santé, on le sait, la drogue c'est mal. Vous pointez un certain nombre de conséquences, des lésions ORL dues à la prise en SNIF, des troubles cardiovasculaires, mais en fait on ne sait pas exactement comment ça fonctionne. Pourquoi est-ce que ça crée des troubles cardiovasculaires ? Alors principalement, ce qui est le plus connu dans la cocaïne, c'est, alors je vais dire un gros mot médical, c'est que c'est une substance qui crée de la vasoconstriction ou des vasospasmes. C'est-à-dire que ça va fermer, pincer les vaisseaux. Donc ça va créer une diminution de l'afflux d'oxygène dans les organes vitaux et dans l'ensemble des organes d'ailleurs. Donc vous parlez du cœur bien entendu, mais il y a aussi le cerveau avec un abaissement du seuil épileptogène, le rein aussi qui va être moins bien vascularisé. Et donc en fait la répétition de la consommation, la durée de la consommation dans le temps va occasionner sur les organes des lésions parce que moins vascularisés tout simplement. Donc il y a, c'est quelque chose aussi qui est quand même important à dire, il y a un risque à la moindre consommation de cocaïne, mais quand même on sait qu'il y a un risque cumulatif aussi, c'est-à-dire que plus on consomme longtemps, plus on a de conséquences. Et ça, c'est prouvé par toute la science. Mais néanmoins, il n'existe pas de risque zéro sur la moindre consommation. Et alors, vous parlez bien sûr des conséquences psychologiques, donc les troubles de l'attention, de la mémoire, de l'apprentissage, de la psychomotricité. Ces troubles-là aussi, on en connaît le mécanisme ? Après, la cocaïne, comme toutes les substances psychoactives, est une substance qui va agir sur les connexions entre les neurones dans notre cerveau, pour être vraiment un peu basique en termes d'explication, et va modifier les messages envoyés, la sensibilité des récepteurs va occasionner, on vient de le dire, une diminution de l'oxygénation parfois de certaines zones, et on sait que cette consommation, comme la consommation de cannabis, comme la consommation d'alcool qui est extrêmement neurotoxique, va occasionner vraiment des troubles neurocognitifs très connus, très très bien identifiés. Là aussi, quantité dépendante et durée de consommation dépendant, avec, en fait, c'est ça qui est fou, c'est-à-dire que la consommation chronique de cocaïne pendant de nombreuses années va occasionner une altération des fonctions que la cocaïne exacerbe. C'est-à-dire que quelqu'un qui va prendre de la cocaïne va décrire qui se sent surpuissant en termes de mémorisation, qui se sent puissant en termes de concentration, qui se sent puissant en termes de réflexion, de rapidité de réflexion, d'élaboration. Et en fait, toutes ces fonctions sont altérées par la consommation chronique de cocaïne et donc justifient le fait de continuer à prendre de la cocaïne puisqu'on vient corriger par la consommation ce qu'elle vient altérer. Alors, il y a ces conséquences directes dont on parle pour la personne qui consomme, mais il y a aussi des conséquences plus indirectes pour son entourage, notamment familial. Et vous démontrez un lien entre la consommation de cocaïne et les violences intrafamiliales ou les violences sexuelles. Les enfants, c'est les premières victimes collatérales de tout ça ? En tout cas, des enfants d'une famille dans laquelle il va y avoir une maladie addictive vont malheureusement subir les conséquences de cette maladie addictive chez les parents ou dans l'entourage avec ce que ça peut occasionner en termes de souffrance morale chez l'individu qui est malade lui-même, mais aussi entre ce que ça peut occasionner parfois pour une personne qui est consommatrice de cocaïne. Les symptômes de manque peuvent être terrifiants, l'appétence pour aller reconsommer peut être parfois vraiment
dépasser tout le reste des objectifs. Et il peut y avoir aussi des troubles du comportement et effectivement l'environnement familial va en subir les conséquences. Je ne peux pas vous dire le contraire, mais en ce sens, je ne veux pas non plus stigmatiser uniquement autour de la consommation de cocaïne. La maladie addictive, qui est une maladie chronique, affecte bien évidemment la personne qui consomme, et ce, quelle que soit la consommation, et affecte sa famille, sa cellule familiale, dans tous les cas. Alors, vous évoquez également les coûts pour le système de santé. Les demandes de prise en charge pour addiction à la cocaïne, ils ont doublé entre 2015 et 2019, ce qui en soit plutôt une bonne nouvelle quelque part. Ça veut dire qu'au moins ils vont vers les soins. Mais au bout de combien de temps, justement, on va consulter après le début en fait, de la consommation addictive ? Ouais, alors, à partir du moment où on a une addiction à la cocaïne, qu'on réalise qu'on a une addiction à la cocaïne et qu'on va consommer, objectivement, je ne peux pas vous donner je ne le connais pas. Je ne suis pas sûre que la science le connaisse non plus. C'est difficile à dire. Après, on sait dans les autres substances psychoactives qu'on a une minorité de personnes qui ont une addiction qui vont consommer, moins de 20% pour l'alcool par exemple, et que pour l'alcool, le délai de l'entrée dans les soins est quasiment de 20 ans. Alors, je ne pense pas que ce soit la même chose pour la cocaïne, parce que malheureusement, la cocaïne va être parfois, notamment quand elle est basée, beaucoup plus visible, beaucoup plus bruyante en termes de consommation, avec beaucoup plus de conséquences très 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 rapidement, qui font que j'ose espérer que les gens rentrent dans le soin plus rapidement. Mais ça nécessite, je pense, encore beaucoup plus de pédagogie pour amener les gens aux soins. Et là, je fais une petite aparté ou de la publicité, je ne sais pas si on peut dire ça, pour les structures d'addictologie. Quand on est addictologue et qu'on travaille dans une structure d'addictologie, notre objectif n'est pas de faire arrêter les gens de consommer. Notre objectif, c'est de les accompagner là où ils en sont avec leur consommation et de les accompagner dans ce qu'ils souhaitent par rapport à cette consommation. Donc ça va de la réduction des risques à l'accompagnement au sevrage, au maintien de ce sevrage ou pas. Vraiment, et ça, c'est quand même important de le savoir. Et autre aparté, je suis désolée, je prends un peu de temps, c'est que sur le plan pédagogique et prévention, il serait bon que des personnes qui ne pensent pas avoir une addiction, ou qui n'ont pas une addiction d'ailleurs, mais qui sont juste des consommateurs récréatifs, s'informent des techniques de réduction des risques auprès des addictologues. Parce que même si on n'a pas une addiction, on prend un risque, et être accompagné dans sa consommation, même récréative, on va limiter les conséquences de cette consommation sur le plan médical, familial, social, professionnel, etc. Alors, une des difficultés que vous pointez dans l'accompagnement justement des consommateurs de cocaïne, c'est qu'il n'existe pas de traitement de substitution comme le Subutex qui a permis des avancées avec l'héroïne. Oui, non, il n'existe aucun traitement de substitution à la cocaïne. Je ne vous cache pas qu'il y a de nombreuses pistes de travail pharmaceutique et de recherche sur des traitements au vu de l'augmentation des consommations et des conséquences de la consommation de cocaïne. Il y a de nombreuses recherches médicamenteuses et pour l'instant, il n'y a ce qu'on appelle aucun médicament qui a l'autorisation de mise sur le marché en France pour accompagner le sevrage de cocaïne. Mais il y a d'autres aides. Alors, dans votre rapport, vous parlez aussi de l'efficacité de ce que vous appelez l'incitation motivationnelle et vous donnez en exemple une expérience qui s'appelle Tapage, T-A-P-A-J. Est-ce que vous pouvez nous en dire quelques mots rapidement ? Tapage, on a beaucoup de chance parce qu'on l'a à Montpellier, cette structuration via le CARU de la boutique. En fait, c'est une structuration qui est destinée aux jeunes consommateurs et consommatrices qui vont avoir une valorisation financière à une activité professionnelle ponctuelle par demi-journée ou par journée, durant laquelle ils vont s'engager à venir travailler et donc potentiellement à moins ou pas consommer sur cette journée-là. Et en fait, c'est ce qu'on appelle une pratique qui s'apparente à la gestion des contingences. C'est-à-dire qu'on va accompagner la motivation de la personne à faire une chose et si cette chose,
qu'elle a choisie, la personne consommatrice, est effective. Il va y avoir une valorisation par soit une incitation financière, soit une incitation alimentaire, soit une incitation sociale. Et ça fonctionne extrêmement bien dans toute la littérature scientifique. Alors, dans les accompagnements, il y a une autre dimension aussi. Alors, vous parlez dans le rapport de salles de consommation supervisées. C'est ce dont on entend souvent parler comme les salles de shoot. Est-ce que ça peut aussi être une solution pour la cocaïne basée, par exemple ? Oui, ça l'est. En fait, c'est ce qu'on appelle les haltes addictions ou les salles de consommation à moindre risque. Pour la cocaïne basée, évidemment que ce serait une solution idéale dans l'accompagnement et la dignité des personnes qui consomment. Ça nécessite une infrastructure bien particulière parce que ça nécessite des salles d'inhalation et non pas des salles de consommation via l'injection ou le sniff qui sont quand même un peu plus simples à mettre en œuvre, puisqu'il y a des extracteurs d'air, etc. pour une salle d'inhalation. Mais oui, effectivement, ça fonctionne et ça fonctionne bien. Et là aussi, la littérature scientifique est unanime sur le fait que accompagner les usages et les usagers dans leur pratique, ça réduit énormément les risques et ça réduit toute la morbimortalité en lien avec la consommation. Alors évidemment, le problème avec ces salles, c'est le voisinage. Personne n'en veut, en gros, car la consommation de drogue, elle est stigmatisée. Et vous pointez un point intéressant dans cette étude, c'est la question du vocabulaire. Alors, en lisant ça, j'ai moi-même repris j'ai repris mon introduction où j'avais parlé de crackhead. Alors, il y en a d'autres en tête, toxico, junkie, zombie. Ces termes, ils sont toujours très péjoratifs, on le sait. Et ils augmentent cette stigmatisation. Alors, très simplement, qu'est-ce qu'on utilise comme mot ? On utilise le mot personne. C'est une personne qui consomme de la cocaïne. Et ça reste avant tout une personne. Et c'est déjà une façon de lui rendre sa dignité et son statut d'humain au même titre que vous et moi. Alors, le rapport se termine par la politique pénale, parce que la pénalisation des drogues révèle et induit la manière dont l'État ou le pouvoir gère ce problème de santé publique. Et vous soulignez que la France a une des législations les plus répressives en matière d'infraction sur les stupéfiants, et en plus, une répression concentrée à 90% sur les usagers plutôt que sur les revendeurs. Elle n'est pas tellement efficace, cette politique, non ? Alors, dans l'expertise, on l'a bien noté, sans faire de la politique. Et je reviens sur la notion même de cette expertise. C'est de l'analyse d'une littérature scientifique qui a été faite et qui a été exposée par des experts. Et à aucun moment, on a donné notre avis sur les résultats scientifiques de la littérature. Et les résultats scientifiques de la littérature sont unanimes. Et les expériences dans différents pays qui ont décriminalisé, là aussi, sont unanimes. En fait, l'idée, c'est de ne pas criminaliser les usagers pour faciliter l'accès aux soins. Faire de la pédagogie, faire de la prévention, faciliter l'accès aux soins, ça passe par le fait qu'on ne criminalise pas l'usager. Ça ne veut pas dire qu'on ne lutte pas contre le narcotrafic. Mais lutter contre le narcotrafic ne veut pas dire punir les usagers qui sont des victimes. Alors on sait à quel point justement il est politisé, ce narcotrafic, et utilisé comme argument de campagne, notamment en ce moment. Le rapport, il a été reçu comment, vous le savez ? Je pense que ça dépend où on se situe sur l'échiquier politique. En fait, le but de ce rapport, c'est d'être extrêmement pragmatique. Après, je pense que on a là affaire à deux façons de voir les choses. On a un rapport basé sur la science, basé sur une expertise de scientifique qui dit de façon factuelle, voici l'épidémiologie, voici la consommation de cocaïne, comment elle évolue, voici les conséquences, voici les pistes thérapeutiques, voici ce qui fonctionne, voici ce qui ne fonctionne pas. C'est pragmatique. La répression aux usagers ne fonctionne pas, on en a la preuve, mais le problème, c'est qu'on va pouvoir interpréter différemment ça et que les personnes qui font de la politique vont avoir une pensée morale et politique. Et ce qui serait bien, c'est qu'ils s'inspirent du pragmatisme. Merci beaucoup, Hélène Donadieu. Merci à vous, c'était un plaisir. Et j'accueille maintenant notre invitée des 3 dernières minutes, Marianne Dupré-Gabiro, bonjour.
Bonjour. Alors vous êtes responsable de la culture scientifique à l'UM toujours et vous nous présentez le prochain bar des sciences qui se tiendra donc cette fois le 19 février à 19h30 toujours au bar Le Dôme. Ça va, j'ai pas fait d'erreur? Oui. Non, c'est tout à fait ça, oui. Alors, on change de thématique par contre. Voilà, je vous laisse nous annoncer le nouveau thème. Donc le nouveau thème, c'est espèces invasives, objectif 0 dégâts en Méditerranée. Voilà, on va aborder un peu toutes ces espèces avec 5 intervenants. Si je peux directement y aller, donc c'est Jean-François Agnès, directeur de recherche IRD en génétique des populations sur les poissons. On a Olivier Jiménez, directeur de recherche au CNRS au sein du Centre d'écologie fonctionnelle et évolutive de Montpellier. Et qu'on va recevoir très bientôt dans l'émission d'ailleurs. Il va venir nous parler des loutres. Des loutres. Et bien justement, voilà, c'est pour ça qu'on on l'a proposé, il a gentiment accepté de venir discuter avec le public du Bar des Sciences de ces thématiques loutres et autres mammifères invasifs. On a aussi Carole Kerr-Duluet, qui est directrice de recherche INRAE et surtout directrice adjointe du Centre de biologie pour la gestion des populations. Et elle travaille sur la génétique évolutive des populations et surtout elle s'intéresse aux insectes forestiers et en cas d'invasion biologique. Et elle viendra avec un de ses collègues, Jean-Pierre Rossi, qui travaille aussi en tant que directeur de recherche INRAE au sein de ce centre de biologie pour la gestion des populations. Et lui, il travaille aussi sur les insectes forestiers, mais plus avec l'impact vis-à-vis du changement climatique et les risques phytosanitaires. Et enfin, un aspect très intéressant avec Jean-Michel Salle, qui, lui, est directeur de recherche au CNRS au sein du Centre d'économie et de l'environnement de Montpellier et qui va nous apporter toute son expertise par rapport à l'économie des écosystèmes et de la biodiversité et notamment de l'impact que ça peut avoir au-delà sur la biodiversité, mais aussi économiquement, en fait. Les espèces invasives ont effectivement un impact sur toute la faune et la flore, mais aussi par rapport à tout ce que ça peut engager derrière, comme au niveau économique pour réparer ou pour diminuer, etc. Voilà. Alors, on le rappelle en quelques mots, c'est pas une conférence. Ces 5 intervenants ne vont pas venir dispenser leur science. Au contraire, il faut venir poser des questions, c'est bien ça? Oui, c'est ça. Vraiment, l'objectif du Bar des Sciences, c'est venir discuter sur cette thématique pour échanger vraiment très librement, poser des questions que l'on peut avoir. Qui peut être de la question qu'est-ce qu'une espèce invasive à plus détaillée ou plus technique de comment on peut suivre ou comment on peut traiter ces espèces. Voilà, l'idée, c'est vraiment on vient, on discute autour d'un verre et très simplement. Et je peux juste peut-être ajouter les partenaires. Donc le Bar des Sciences, c'est évidemment coordonné par l'Université de Montpellier, mais on a nos partenaires, c'est INRAE, l'INSERM, l'IRD et la Faculté des Sciences, voilà, qui nous permettent de faire venir justement ces experts pour discuter avec tout public. Merci beaucoup. Je terminerai, si on peut juste me laisser. Bien sûr. Cette semaine, le 19, cette séance, donc on est toujours avec un interprétariat pour les personnes sourdes et malentendantes qui peuvent venir et peuvent suivre justement les échanges et poser les questions, ce qui est très important de pouvoir aussi échanger. Et on a aussi la participation du lycée Joffre et de leur option langue des signes qui vont venir justement présenter les intervenants. Donc ça va être assez chouette. Voilà, venez effectivement nombreux. Et vous avez raison de le préciser, c'est super. Et donc on rappelle que c'est le 19 février à 19h30 dans le cadre qu'on adore du bar Le Dôme. Merci beaucoup exactement. Marianne. Au mois prochain. Merci alors, on se retrouve. Allume la science, c'est fini pour aujourd'hui. Un grand merci à Alice Rollet pour la réalisation de cette émission. On se retrouve la semaine prochaine et d'ici là, restez branchés. Allume la science. C'est une des nombreuses manières d'essayer de comprendre l'homme. Eh bien, imagine que toute forme de vie sur Terre meurt instantanément et que chaque molécule de ton corps explose à la vitesse de la lumière. Une sorte de relativisme absolu. Inversion complète de la charge des protons. La Terre va entendre ces mots. Allume la science.